Comme il a réussi sa première mission, son admission dans la classe intermédiaire est pour lui son unique succès. Il a obtenu le Ki de l'ombre de niveau 4 étoiles. Pour pouvoir l'utiliser correctement, il devra atteindre les 6 étoiles à l'épée dans au moins 5 ans. Avoir le rang épée 6 étoiles est excellent. Arrivé à 7, on est considéré comme étant un maître. Et il faut savoir aussi qu'arriver à ce niveau, pour les personnes ordinaires, c'est un exploit. Le 8e étoile est considéré comme étant extraordinaire. Et le niveau est tout autre. 9 et 10 étoiles, il n'y a pas plus d'une centaine de personnes qui possèdent ce niveau sur les 2 milliards de personnes qui habitent ce continent. Et parmi cette élite, il n'y a qu'une seule personne qui a dépassé le niveau 10 étoiles pour atteindre celui d'une demi-entité. Non seulement il va viser le rang du patriarche, mais aussi dépasser son niveau actuel. Pour le moment, sa priorité actuelle, c'est les frères Tona, Daytona et Eitona. Désormais qu'il va rejoindre la classe intermédiaire, il devra les côtoyer. Il sait que dès l'instant où il rejoindra la classe intermédiaire, ces deux-là agiront. Sans oublier que dans la classe précédente, ils avaient tous à peu près le même niveau et s'entendaient plutôt bien. Seulement, la gentillesse ne fonctionnera pas dans la classe intermédiaire. Il n'y avait donc qu'une seule chose qu'il devait faire dans un lieu où les compétences sont reconnues. Il faut conquérir la classe intermédiaire par la force brute. Quelque temps plus tard, une personne est venue voir la maîtresse des runes Kandel. Il s'avère que c'est le jeune maître Jin qui est venu voir la mère à sa demande. D'après ce qu'elle a entendu, il a accompli sa mission avec succès. C'est un résultat assez satisfaisant et on lui a rapporté autre chose. D'après Pedro, le jeune maître Jin a refusé de changer de chambre lorsque la mère l'a demandé. La pièce qu'elle voulait lui accorder était celle destinée à celui qui deviendra le futur chef de famille. Joshua l'avait utilisée lorsqu'il était enfant et désormais qu'elle est vide, elle aimerait que celle-ci lui revient. Il remercie sa mère pour le geste. Mais concernant cette chambre, il ne la prendra pas. Elle aimerait savoir pourquoi. Pour lui, peu importe la qualité d'une pièce, au final, ça reste une simple pièce. Il n'aime pas les pièces trop grandes. Est-il bien sûr de ne pas vouloir la prendre? Sa décision était déjà prise. Dans ce cas, il peut partir. Ainsi, il salua la mère avant de partir. Il est assez difficile pour elle de savoir si son plus jeune fils n'est pas vraiment gourmand ou s'il l'est beaucoup trop. Elle ne savait pas s'il était au courant concernant le fait que celui qui dispose de cette chambre bénéficie d'une aide colossale. En contrepartie, les autres frères et sœurs le ciblent telle une proie pour avoir obtenu une chambre qu'il convoitait. Il semble que son plus jeune fils sait qu'elle était en train de le tester. Dans ce cas, elle attend de voir comment il va se débrouiller dans la classe intermédiaire. Avant d'y aller, il informe à tout le monde qu'à partir de maintenant, ils seront dans la classe intermédiaire. Des groupes seront créés sous le nom de factions. Ils seront dans sa faction et seraient harcelés sous toutes les formes possibles. Cependant, qu'ils se rassurent, ils n'ont pas à avoir peur car jamais il ne s'assiera pour juste regarder. Pour arrêter les moqueries et les humiliations, il va tout simplement soumettre toute la classe intermédiaire. En attendant qu'il n'oublie surtout pas de circuler en groupe de 3 et qu'il s'abstienne de toute action personnelle. Tous avaient compris les indications du plus jeune maître de la famille. Cet homme est Jed Runkondel, un aîné de la famille et chevalier 8 étoiles. C'est le frère cadet de Chiron Runkondel, le patriarche et père de Jin Runkondel. Il informe que cette année, 10 cadets ont été recrutés pour la classe intermédiaire et 27 ont été laissés pour compte. Dans cette classe, il enseigne et évalue seulement l'art de l'épée. Les nouveaux devraient apprendre des anciens. À part les meurtres, ils devront s'occuper de tous les accidents eux-mêmes. Que les seigneurs répondent. Que met-il toujours en avant? Runkondel n'a pas besoin des faibles. Runkondel n'a pas besoin des mauviettes. L'atmosphère est pesante. Leur voix résonnait dans toute la zone. Il semble que tout ce bruit soit plein de malice pour décourager les nouveaux. Dans cette foule, il a pu enfin voir les frères Tona. Cet homme à côté d'eux semble assez âgé, ce qui voulait dire qu'il était là depuis longtemps en tant que cadet. Mais alors travaille-t-il pour les frères Tona? Cela est impossible à condition que les frères Tona aient reçu l'aide de Monumin et Anumin.
Pense-t-il pouvoir mettre la pression sur les Bleus sans en assumer les conséquences? Il va devoir leur montrer qu'il se trompe lourdement. À cet instant, les frères Tona ne s'y attendaient pas. Que fait-il là? Il ne faut pas avoir peur de lui, car ils ont le soutien de Moon In-min et Han Nu-min. Le jeune maître a sorti sa lame avant de prendre le bras droit de l'homme. Que vient-il de se passer? Jade Runkondel n'a fait qu'observer, et cela était si rapide et inattendu que l'homme ne pouvait y croire. Est-ce son bras qui est tombé? L'instant suivant, il commença à hurler de douleur. La personne qui avait besoin d'être initiée, ce n'est pas lui. Ils appellent le personnel médical. Aujourd'hui, il devait leur apprendre une leçon claire. Daytona le traite de salaud, de fou. Pourquoi avoir fait cela sans raison? Le jeune maître demande. Cadet, quel est ton nom? Son nom est Kajin Romero. Dans ce cas, Kajin, sait-il pourquoi il a coupé son bras? Pourquoi l'ignore-t-il? Qu'il dégaine son épée à nouveau? Très cher frère, n'est-il pas en train de parler à Kajin? Concernant son duel, il l'acceptera plus tard alors qu'il reste tranquille. Est-ce qu'il pense pouvoir couper le bras de son cadet sans subir les conséquences? L'instant suivant, il s'est tué. Que veut-il dire par son cadet? Est-ce que cet ami fait partie de la faction des frères? Il a coupé son bras car dans ses yeux, il voyait une intention étrange d'envie de meurtre. Les élèves se demandaient si cela allait commencer. La guerre des classements. Ils ont été battus en essayant de supprimer la volonté de leur jeune frère. À cause de ce que les frères Tona ont dit, Kajin a été révélé comme faisant partie de leur faction. Grâce à cela, les actions de Jin ne sont pas seulement une simple attaque non provoquée. La tradition des Runkondel depuis des temps immémoriaux a installé une chose, appelée la guerre de classement. À tous les frères cadets qu'ils écoutent attentivement ses paroles. Son nom est Jin Runkondel. Chacun d'entre eux peut dresser son arme dans sa direction ou tendre une embuscade. Ils peuvent le faire autant qu'ils le voudront, mais attention, si l'un d'entre eux montre une forme d'hostilité envers lui, il l'abattrait sans aucune hésitation. C'est alors qu'un homme dit Jin Runkondel, 13e enfant du chef de famille et dernier né. Jin répond oui, monsieur l'aîné. Ose-t-il penser qu'il peut agir comme cela devant lui? C'est bien cela, monsieur. Pourquoi pense-t-il pouvoir le faire? Parce qu'il pense qu'il ne se bat pas contre les frères Tona, mais plutôt contre lui, monsieur l'aîné. Se battre contre son aîné? Quelle histoire assez intéressante qu'il s'explique maintenant. En fonction de sa réponse, il pourrait lui couper la tête ou pas. Qu'a-t-il à dire? Même s'il fait partie des nouveaux cadets, il a organisé une cérémonie spéciale pour la classe intermédiaire. En tant que jeune maître de la famille, il prend ça pour une attaque. Sans aucune hésitation, il a dirigé son arme vers le jeune maître, ce qui va provoquer une blessure, mais malgré cela, le jeune maître ne réagit pas. Est-il en train de dire qu'il est offensé parce qu'il a organisé une cérémonie? Dans ce cas, il aurait dû le dire plus tôt avant de couper le bras du cadet. La raison de son action, c'était pour faire passer un message. Il ne peut pas le battre maintenant, mais s'il avait une chance de gagner contre lui, au lieu des frères Tona, il l'aurait choisi lui. Il semblerait bien qu'il ne s'inquiète pas pour sa vie, ou peut-être qu'il est trop dépendant du fait qu'il est le fils du chef de famille. Il ne pense pas que ce soit la vertu de Runkondel de se faire battre juste parce que l'adversaire est plus fort. La vie est certes courte, mais l'honneur est éternel. Tout cela est stupide. On dirait bien que le plus jeune maître de la famille possède une sacrée audace pour rendre son oncle aussi heureux. Il est d'accord, il va lui accorder ce point car il vaut la peine de vivre à Runkondel. Après cela, il s'est adressé au cadet, qu'il n'oublie jamais ce jour. Ce qu'ils viennent de voir est l'essence même de Runkondel. Ce que ce petit gamin a montré dans ces lieux est leur identité. Ils sont des épéistes. Les cadets se battent tous les jours alors qu'ils n'oublient pas qui ils sont. Maintenant, ils peuvent tous partir car la formation commencera demain. En tant que jeune frère, il va leur accorder un conseil. À l'heure actuelle, certains frères et sœurs sont effrayants. Mais est-ce qu'ils pensent que cela va durer longtemps? À partir de ce jour, ils ne devraient pas penser qu'au présent, qu'ils pensent à leur avenir et qu'ils agissent en conséquence. Gilly lui demande mais pourquoi le jeune maître est rentré si tôt? Elle doit savoir une chose assez importante. Une guerre de classement à grande échelle a commencé avec les frères Tona. D'après ce qu'il a vu, ses deux sœurs Anne et Mou sont derrière les frères Tona. Aujourd'hui, il a coupé le bras d'un cadet qui était avec les frères Tona, mais a aussi découvert qu'il appartenait à la faction de ses sœurs. Tout cela grâce à l'erreur de son frère.
Normalement, cela devrait causer la fin de leur faction car les sœurs vont certainement manifester leur colère après avoir appris ce qui s'est passé. Tout cela était assez suspect que les frères Tona aient pu obtenir des chevaliers 5 étoiles pour leur faction. Car en règle générale, dans les factions, on se retrouve avec des gens plus faibles que soi. Comment va-t-il faire maintenant? Car les deux sœurs sont des porte-drapeaux de la famille. Elle ne doit pas s'inquiéter car elles ne pourront pas agir. En réalité, il est plutôt satisfait que les sœurs Nunim se soient retournées contre lui. Aujourd'hui, ils ont reçu un grand coup de sa part. Et comme elles sont toutes deux des porte-drapeaux de la famille, elles ne pourront pas riposter directement. Car les porte-drapeaux ne peuvent combattre qu'avec d'autres porte-drapeaux. Tout ce qu'elles peuvent faire grâce à leur droit de porte-drapeau, c'est de contrôler les horaires et augmenter ses difficultés de mission pour le mener dans l'échec, voire même faciliter les blessures ou sa mort. Dans les missions qu'on pourrait lui donner, cela pourrait être des missions de difficulté supérieure. La particularité, c'est qu'elles sont faites en général seules. Mais alors qu'ils penseront que cela serait dangereux pour le jeune maître et qu'ils voudront en profiter pour causer sa mort, de son côté, il pourra utiliser tout son pouvoir sans jamais être vu. Alors c'est une bonne opportunité pour le jeune maître. Eh bien oui, il devra simplement remercier ses sœurs et faire un beau carnet de succès. Sans oublier que dans tout cela, il n'y aura aucun problème à prendre le dragon Murakan avec lui. Enfin, pour le moment, il ne le prendra pas car ce dernier aura un travail différent à faire. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour cela, il le fera savoir plus tard, alors qu'ils restent tous les deux tranquilles jusqu'à son retour. À l'avenir, lorsqu'ils auront terminé leur entraînement du matin, ils devront venir dans ce lieu secret, accessible seulement aux membres de Runecondeil de sang pur, afin de suivre un entraînement secret. Ils n'espèrent aucun traitement de faveur. L'épée de leur famille est presque tyrannique, destructrice et sans aucune hésitation. L'épée de leur famille ne possède pas de forme. Il existe des techniques secrètes et des coups de grâce, mais on ne peut les apprendre qu'une fois avoir obtenu le poste de porte de drapeau de la famille. Pas de règles de technique, ni même de technique de pas. Pas de forme appropriée, voire même de style. C'est ce qui différencie les Runecondeil des autres familles martiales. Savent-ils pourquoi l'épée de leur famille ne possède aucune forme? Le jeune maître Jin informe que cela est dû aux capacités physiques et au sens unique de la lignée de Runecondeil. La lignée bénie appelée Runecondeil, ce sont des gens qui sont nés avec le corps et des sens aiguisés pour l'épée que des gens normaux ne peuvent pas imaginer. Ils sont complètement différents. Ils écoutent attentivement. Ce qu'ils vont apprendre est très simple et peu sophistiqué. Que chacun d'eux soulève l'une de ces billes d'acier. Ils ne savaient pas ce qu'était cette chose, mais savaient qu'il y avait quelque chose à l'intérieur. Mais alors, est-ce un morceau de métal? Ces billes d'acier portent le nom de pierres gracieuses. Ce nom leur a été donné car elles émettent un son gracieux lorsqu'on les frappe. Maintenant, il va leur montrer les 3 types de sons qu'émettent les pierres gracieuses, alors qu'ils écoutent attentivement. Lorsqu'il a donné le premier coup, le son était si inconfortable que les frères Tona ne pouvaient le supporter. Lorsqu'il a donné le deuxième coup, un autre son bien plus différent et plus chaleureux a résonné. Comme ils ont pu l'entendre, selon la force qu'ils utilisent pour frapper, la bille sonne différemment. S'ils les frappent de manière faible, ils vont entendre un son trouble, alors que s'ils frappent avec une force exacte, l'objet émet un son bien plus beau. Le jeune maître avait compris que cet entraînement était là pour développer à la fois le contrôle de la force et la concentration mentale. En y pensant, cela est peu sophistiqué, car les capacités des Runecondeil sont assez développées. Cependant, cela reste la formation la plus adaptée. De plus, il fallait simplement frapper la pierre gracieuse, donc il n'y avait pas de danger. Maintenant, il va leur montrer le dernier coup. Le jeune maître s'était rappelé qu'il y avait quelque chose d'étrange dans la pierre gracieuse. Un bruit de claquement, mais alors c'est quoi? Au moment où il allait frapper l'objet, le jeune maître venait de comprendre. Il s'est donc jeté sur ses frères pour les protéger, avant que la pierre gracieuse n'explose devant eux. La puissance était telle que la zone avait été dévastée. S'il n'était pas intervenu, les blessures auraient été bien plus importantes. Il semblerait bien que le plus jeune maître de la famille possède de bon sens. Il a oublié de leur dire que les pierres gracieuses peuvent exploser si une grande force est exercée. Maintenant qu'ils ont appris tout ce qu'il fallait apprendre, ils peuvent
commencer l'entraînement. D'ailleurs, en y pensant, il doit savoir que c'est la première fois depuis leur sœur Luna qu'il n'y a pas de blessés. Il a initié la plupart de leurs frères et sœurs. Et cette démonstration non sophistiquée est un rite de passage. Jamais il n'aurait pensé qu'il n'y aurait pas de blessés. Peut-il demander comment leur sœur Luna a pu échapper à ça? S'il le raconte, il serait assez bouleversé. Veut-il vraiment le savoir? D'ailleurs, tous ses frères et sœurs ont été assez choqués après avoir entendu l'histoire. Contrairement à eux, leur sœur Luna ne pouvait esquiver l'explosion. Elle a donc été frappée par l'explosion comme tout le monde. Seulement, un phénomène étrange s'est produit. Elle était si forte que la puissance de l'explosion ne pouvait pas la blesser. Quoi qu'il en soit, à partir de ce jour, eux trois devront frapper la pierre gracieuse tous les après-midi. Ils pourront s'arrêter une fois qu'ils auraient réussi à produire un son. Dans la maison des Runkondel, une servante assez âgée apporte le thé à sa maîtresse. Luna la remercie pour cela. Cette servante porte le nom de Nani. Elle aimerait parler d'une chose avec elle. Cela concerne la personne qui a tenté d'assassiner le jeune maître Jin. Ses soupçons sont portés vers Dammu et Anne. Elle se base sur les récentes actions vers le jeune maître. Pour elle, certes, leur sœur était incontrôlable, mais cela ne pouvait pas être eux. Et d'ailleurs, elle ne serait pas assez folle pour faire une tentative d'assassinat dans le château de la tempête. De plus, cela était interdit de mener une guerre de classement avec un enfant se trouvant dans le château de la tempête. Et si leur père apprenait de telles actions, il ferait un tel bruit que la famille ne pourrait pas le supporter. Ce bruit serait si puissant qu'elle ne pourrait garantir leur vie. Qu'en est-il de la possibilité que le jeune maître Jin ait menti à ce sujet? Ce dernier n'avait que 10 ans et jusqu'alors, c'est assez étrange. Ils ont cherché durant 5 ans sans jamais trouver de réponse. Elle savait que ce jour-là, Jin n'avait pas menti sur le fait qu'une personne a tenté de le tuer à sa naissance. D'ailleurs, à cette époque, le plus jeune maître de leur famille se méfiait d'elle, non pas parce qu'il était gêné de sa présence, mais plutôt parce qu'il sentait une menace en sa présence. Doivent-ils enquêter sur Dammu et Anne? Bien sûr, elle devra enquêter sur elle. Concernant cette affaire, cela commence à lui faire peur. Car comment une personne a pu tenter de tuer le plus jeune maître de la famille sans que jamais aucune information ni trace ne soit retrouvée? Cela est de mauvais augure. Sa servante s'inquiétait pour elle, mais elle l'informe qu'elle ne devrait pas s'inquiéter, car cela fait longtemps qu'elle a dépassé l'âge de 30 ans. Elle pense pouvoir se débrouiller seule. Luna se demandait si son jeune frère Jin allait bien. De ce qu'elle sait, Jed l'entraîne. Elle a envie d'aller voir les résultats de son entraînement. Se faire frapper par les pierres gracieuses devrait être douloureux pour lui, alors elle espère qu'il va bien, car cela a été agréable pour elle de le voir grandir. Le lendemain, dans la maison des Runkondel, dans l'après-midi, 4 heures d'entraînement sont passées. Il doit reconnaître une chose. Parmi toutes les formations qu'il a suivies, celle-ci est la pire de toutes. Après l'entraînement, Jed a accordé 5 minutes de repos. À la base, le jeune maître pensait que ce serait un entraînement pour développer le contrôle de la force et la puissance mentale. Mais ce n'était pas le cas. La première priorité est d'augmenter le pouvoir de destruction de l'aura. Son oncle Jed avait éclaté la pierre sans utiliser l'aura. Comme sa force de base est insuffisante, il va devoir utiliser l'aura pour compenser le manque. Ce n'est qu'en utilisant son aura qu'il pourra produire un son clair et briser les pierres précieuses. Mais il ne fallait pas se précipiter. Il fallait du calme. Et d'ailleurs, il se rappelle que dans sa précédente vie, les frères Tona avaient réussi. Il n'y avait donc aucune chance qu'il échoue à le faire. De ce que leur oncle Jed constate, les 3 frères supportaient bien la situation. Cependant, parmi les 3, il constate que le plus jeune fils de la famille était plutôt spécial. Peut-être qu'il pourrait battre le record de leur sœur Luna. Avec le temps, les frères Tona se sont évanouis. L'oncle Jed a demandé au jeune maître de dire à ses frères de ne pas venir si c'est pour s'évanouir. Certes, ils sont épuisés, mais il doit reconnaître qu'ils ont de bonnes capacités. Ce sont de véritables Runkondel. Quant au plus jeune fils de la famille, il n'arrive pas à comprendre pourquoi c'est lui le plus jeune. S'il était né 10 ans plus tôt, il aurait été celui qui dirigerait les Runkondel. Cela brise son moral. Peu importe comment il voit les choses, au final, c'est vraiment dommage. Un mois plus tard, plus exactement en mars 1975, sur le terrain d'entraînement des cadets, ils furent tous rassemblés. Aujourd'hui, on les a rassemblés pour annoncer la première mission de la classe intermédiaire. Les cadets, dont le nom est appelé, devront s'avancer. La première mission est de protéger les chiffres clés. Les sujets à protéger sont les recrues de la société des forgerons. Les troupes sont Houston et Barjin. La troisième mission est de soumettre les monstres. Les cibles à soumettre sont les orques.
La liste de l'opération est une zone non protégée du Jiché de Kurano. Mais en regardant la liste des cadets, il est assez surpris. On appelle Mesa, Verlob, Scott, Timon, Kiko et tous les autres. En d'autres termes, tous les membres de l'équipe du jeune maître Jin. Ils devront éliminer un total de 25 cibles. En règle générale, ces créatures se déplacent systématiquement en groupe, alors qu'ils durcissent leur cœur et qu'ils se préparent pour leur mission. Concernant le reste, Pedro va les informer pour l'horaire et les détails. Il leur souhaite bonne chance pour la mission. Ce sont des novices, alors pourquoi ont-ils obtenu une mission si dangereuse? La moitié d'entre eux devraient revenir morts. Dans ce cas, ils prépareront du café et de l'encens pour les accueillir. Pourquoi ne pas demander à leur jeune maître de les sauver? Il doit se retenir. Se battre maintenant ne serait pas bon pour leur mission. Mais ces gens insultent le jeune maître. Il la ferme et reste tranquille. A-t-il oublié qu'ils sont dans Rune Kondel? Tout ce qu'ils devront faire, c'est accomplir la mission qui leur a été confiée. Quoi qu'il en soit, ils réussiront et reviendront vivants. C'est la seule façon de les faire tomber. De l'autre côté, les frères Tona se donnaient corps et âme dans leur entraînement. Lorsque l'un des frères avait réussi, une explosion s'est produite. Et Tona ne pouvait y croire. Il appelle donc Jin. Cependant, lorsque ce dernier s'est retourné, il était bien trop tard. On lui demande est-ce qu'il va bien? Il allait bien, mais il aimerait qu'il fasse leur entraînement ailleurs, qu'il s'éloigne de lui. Cela fait maintenant 1 mois qu'il a commencé son entraînement avec les frères Tona. Ils ont réussi à faire exploser les pierres gracieuses. Mais il n'arrivait pas à comprendre quelle était cette sensation qu'il avait ressentie. C'était comme si le chemin de la bille de fer était dessiné. Il avait l'impression de voir la trajectoire d'une flèche. Il sait désormais que si une explosion se produit, il pourrait certainement l'éviter. Peut-être que cette sensation était liée à ce que sa sœur Luna lui avait enseigné. Avant d'oublier cette sensation, il aimerait essayer une dernière fois. C'est alors qu'est arrivé Jed pour informer qu'il avait des missions à confier. Pour les frères Tona, c'est une mission avec l'Empire. Lorsqu'ils ont entendu cela, ils ne voulaient pas que ce soit l'Empire de Bement. Rien que d'y penser les épuise. Ils détestent les tenues de banquet et cela est étouffant. Leur oncle est navré, mais qu'ils sachent que grâce à eux, leurs frères n'auront pas à danser à la fête impériale. Cependant, même si c'est simplement un événement, qu'ils n'osent pas soupirer en mission. Et s'ils voient encore cette expression sur leur visage, ils feront en sorte qu'ils préfèrent la mort que sa rencontre. Les 2 frères présentent leurs excuses à leur oncle. Il semblerait que cette mission vient de leur sœur Miu et Anne. Elles veulent certainement les punir pour leurs échecs. Dans cet événement, d'autres personnes assez fortes y assisteront pour se divertir. Ils vont devoir s'y rendre pour y jeter un coup d'œil. Cela leur permettra d'apprendre certaines choses. Concernant le plus jeune maître de la famille, en fait, il ne sait pas vraiment comment présenter les choses. La tâche qui lui a été assignée est un assassinat de VIP. Connaît-il le palais des glaces et son maître? Le palais des glaces fait référence à l'énorme tour située au milieu de la mer occidentale du continent. Le maître du palais des glaces fait référence au propriétaire de la tour. Actuellement, le 51e maître porte le nom de Talaris. Elle est surnommée l'araignée des abysses. Non seulement elle est redoutable, mais elle est aussi célèbre pour être sans pitié pour ceux qui touchent à ses amants. C'est une force qui est complètement indépendante, hors de l'influence de Rune Kondel, voire même de Zippel. Le nom de sa cible est Alcaro Shenderer. Il est escorté par les personnes du palais de glace. Il se trouve dans la zone non-droit de Mamit. Qu'est-ce que cela veut dire, Mamit? Les frères se demandaient, n'est-ce pas un peu trop pour le plus jeune maître de la famille? Jin aimerait poser une question. Les clients sont la famille Shenderer. Mais pourquoi ces derniers ont lancé un contrat pour tuer leur propre enfant? D'après ce qu'il sait, ils ont tout fait pour le ramener et après l'échec, ils ont pris la décision qu'il valait mieux qu'ils meurent plutôt que de révéler le secret de leur famille. Que pense-t-il de cette mission? Quoi qu'il arrive, il le fera. Son oncle ne pouvait y croire. Malgré ce qu'il sait sur le palais des glaces et Mamit, il accepte tout de même de le faire. Alors qu'il pourrait simplement dire que la mission est déraisonnable. Et de son côté, il pourrait simplement partir pour aller dire un mot aux gardes. Quoi qu'il en soit, il a accepté. Bien, maintenant qu'ils se préparent car ils partiront dans 2 jours. Les 2 frères demandent, est-ce que Jin allait vraiment se rendre à Mamit? Le concernant, il ne pouvait rien faire, car il avait accepté la mission. Maintenant qu'il s'assure que leur entraînement personnel n'affecte pas la mission. La situation est si grave que les frères Tona ont voulu le rassurer à leur façon. S'il doit le faire, qu'il s'assure de s'exposer tout en disant qu'il est un Rune Kondel. De toute façon, je savais en commençant cette histoire que c'était une famille de terroristes. Attends, regardez juste la daronne, elle ressemble à Michael Jackson. Non, moi j'ai laissé tomber à ce moment-là. C'est quoi, genre là, Jin il va y aller, il va tomber sur un ennemi balèze, il va s'exploser, il va
va dire « c'est pour la madre ». Hihi. Non mais c'est bon, même moi je suis en roue libre. Ils n'ont pas à s'inquiéter pour lui. Mais qui a dit qu'ils s'inquiétaient pour lui? Jamais ils ne s'inquiéteraient. Ils ont dit cela simplement pour qu'il ne meure pas. C'est eux qui allaient le détruire. Alors Jin leur dit « mes grands frères », jusqu'à son retour qu'ils prennent une décision définitive. Il attendra une réponse claire pour savoir s'ils préfèrent leur grande sœur ou lui. Leur oncle Jed les appelle les frères Tona. Comme l'a dit le plus jeune maître de la famille, qu'ils se préparent. Et jusqu'à ce qu'ils soient assez forts, ils ne devraient pas aller le combattre. Ils devraient prendre en compte le conseil de leur oncle s'ils veulent avoir une longue vie. 2 jours plus tard, ses camarades sont venus le voir. Ils ont pu voir qu'il avait légèrement changé. Sa couleur de cheveux était différente. La raison est qu'il était déguisé pour ne pas être reconnu en tant que membre des Runekondel. Sa mission était différente de leur mission, ce qui voulait dire qu'il allait devoir prendre une autre porte de téléportation. Qu'en est-il de leur mission? De ce qu'il a compris, ils font la mission d'asservissement. Pourquoi sont-ils tous en train de partager un air sombre? Que s'est-il passé? Pour Mesa, rien ne s'était passé. Ils sont simplement venus pour faire leurs adieux. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, s'ils n'ont pas de chance, l'un d'eux pourrait mourir. Ils n'ont pas à s'inquiéter pour cela. La seule chose qu'ils devront faire, c'est simplement se concentrer sur leur mission. Quoi qu'il arrive, ils reviendront. Et quant à lui, il reviendra alors qu'il ne se blesse pas inutilement. Verlope demande au jeune maître d'être prudent. Il devra l'être à son tour. Il semble avoir trouvé de bons compagnons. Ne trouve-t-elle pas que cela est remarquable? C'est pourquoi il aimerait envoyer Murakan pour prendre soin d'eux. Pourquoi s'inquiéter? Il est le redoutable Murakan. Dans ce cas, qu'il tâche à ne pas être repéré. Satané gamin, c'est lui qui devrait faire attention. En l'absence de Murakan, la maison sera calme. Elle devrait prendre cela comme des vacances. Il ramènera un souvenir pour elle. Elle est inquiète pour lui car sa mission est l'assassinat de l'amant du maître du palais des glaces. Mamit est un endroit dangereux. Elle n'avait pas à s'inquiéter pour cela. Il prendra soin de lui. Il faut savoir que Mamit porte le nom de zone de non-droit. C'est un pays où les pires criminels se rassemblent. Il devrait écouter les nouvelles. Mais qui est cet homme? N'est-ce pas Tong? De ce qu'ils savent, il s'était fait prendre, mais voilà que désormais il est de retour. Cet endroit est le sanctuaire des hors-la-loi. Il se rappelle qu'à cause de l'énergie émanant de ces gens, il y avait une rumeur qui disait que même les mauvaises herbes ne poussent pas dans ces lieux. Qui est cette personne? On dirait bien qu'un nouveau vient d'arriver. Qu'on lui donne de l'eau froide et une nourriture pas trop chargée. Que cela est intéressant. Il n'est qu'un nouveau et il se permet de se comporter comme ça. Qui est-il? Peut-être un chevalier neuf étoiles venu d'ailleurs. S'il est venu à Mamit, il devrait avoir appris les règles. Qu'il se mette à genoux maintenant. La lame de Jin se trouvait devant sa gorge. Personne n'avait rien vu avant que ce soit trop tard. Il a demandé de l'eau et de la nourriture. Combien de temps va-t-il le faire attendre? C'est quoi ça? Qui est ce gamin? L'instant suivant, ils ont commencé à fêter sa mort, disant qu'il était temps. Ils savaient qu'il finirait un jour comme ça. Comme le maître l'avait dit, s'il veut obtenir une validation parmi les hors-la-loi de ces lieux, il doit leur montrer un certain niveau de courage et de compétence. Dans sa précédente vie, il a reçu beaucoup de son aide. Alors il dit maître. Il espère un jour qu'ils vont se rencontrer. Et ce jour-là, il pourra certainement rembourser sa dette. Voici sa nourriture. Il n'a pas mis de poison. Il sait que l'empoisonnement est interdit dans cette zone. Il semble savoir beaucoup de choses. Est-ce qu'un membre de sa famille est ici? Il n'a pas besoin de le savoir. Alors que veut-il à Mamit? Des drogues ou est-ce qu'il recherche une personne? C'est la deuxième option. Connaît-il une personne portant le nom de Easter? Il n'a jamais entendu ce nom. Dans ce cas, il lui serait reconnaissant s'il lui recommande un endroit où dormir. Un endroit où les insectes ne peuvent pas se faufiler. Eh bien, il n'y avait qu'un seul lieu qui ressemble à sa description. C'est une auberge qui se trouve à l'ouest de la ville, appelée Claire de Lunsen. C'est l'endroit où les rois de Mamit restent. Un endroit plutôt calme où il n'y a pas d'histoire. De ce qu'il sait, Alcaro Zanderer est le jeune maître stupide du conte. Il a grandi sans connaître la souffrance. Autrement dit, un enfant pourri gâté. Il aime le plaisir, le divertissement et la seule chose qu'il possède, c'est son joli visage. Mais pour tout le reste, il est nul. La raison pour laquelle il attend dans cette ville dangereuse, c'est qu'il veut attirer l'attention du maître du palais des glaces. D'après ce qu'avait dit l'homme, il y avait une nouvelle drogue. Si c'est bien le cas, il est certain qu'Alcaro est en train de se droguer. Étant
donné qu'il est l'amant du maître du palais des glaces, il aura certainement une escorte de garde. Il devra dans un premier temps inspecter les lieux. Pourquoi dit-il qu'il ne peut pas? N'est-ce pas lui qui l'a sauvé la veille? Voilà qu'il tombe directement sur sa cible. C'est une bonne chance. Il semble que l'enfant du duc demande quelque chose à sa garde rapprochée. Ils sont désolés, mais ils ne peuvent pas lui accorder ce qu'il demande, car leur devoir est de le protéger. Qu'il la ferme. Il ne veut pas entendre ses bêtises. Il doit comprendre qu'il a ses propres plans. Ils ne sont qu'une bande de bons à rien, une bande de bâtards. Lorsque sa bien-aimée reviendra, il se souviendra de leur visage. L'instant suivant, il a été neutralisé. Pourquoi doivent-ils protéger ces ordures? Et jusqu'à quand cela va durer? Cela serait une bonne chose s'ils mourraient en se droguant. D'ailleurs, ils ne comprennent pas pourquoi cette personne garde une telle personne avec elle. De ce qu'ils constatent, les gardes ont atteint le niveau 6 étoiles, voire même plus. Cela pourrait être bien plus facile que prévu. Ce qu'il devra faire, c'est le tuer et trouver un moyen d'éviter les gardes. S'il utilise du poison, tout Mamite serait contre lui. Et s'il le tue directement, les gardes pourraient être embêtants. Mais alors comment le tuer sans être vu et ne laisser aucune trace? Il a trouvé la solution. C'est décidé. Il mettra en place ce plan. Près de l'auberge, on demande combien de gardes sont avec lui. D'après ce qu'ils savent, ce sont 6 gardes. Donc ils ont tant de problèmes à cause d'un gars qui ne connaît pas sa place. Ils comptent sur la jeune demoiselle pour régler le problème et se débarrasser de cette personne définitivement. Ce n'est rien pour elle. Elle peut tuer des personnes comme lui quand elle le veut. A-t-il dit clair de lune saine? Alors ils vont s'y rendre maintenant. De cette façon, ils pourront annoncer la bonne nouvelle. Ce soir-là, le ciel était agité et un éclair s'est abattu sans prévenir. On informe à la jeune demoiselle que cela venait du clair de lune saine. Il semblerait qu'ils aient choisi le mauvais jour pour faire une telle chose. Mais comment tout ça est arrivé? Lorsque le jeune maître a dit qu'il avait trouvé un plan, il s'avère que son plan était d'utiliser la magie. Et pour avoir une grande puissance, il allait coupler sa magie avec le ki de l'ombre, ce qui lui donnerait une puissance de rang 6 étoiles. Lorsqu'il aurait fait cela, les gardes penseraient que c'est un mage 6 étoiles qui les a attaqués. Et personne ne penserait à lui, un simple gamin de 15 ans. Sans oublier que grâce au pouvoir du ki de l'ombre, il ne laisserait aucune trace de magie. Personne ne pourrait le suspecter. Le but était de faire tomber la foudre sur le bâtiment. Ainsi, il avait libéré le ki de l'ombre. Par la suite, il a libéré la magie de la foudre. Même en y pensant sérieusement, il savait que c'était un plan stupide. Mais cela n'avait aucune importance. Il fit abattre la foudre sur l'autel. C'est là qu'est arrivée Cérès Endorma, la fille du maître du palais des glaces. À cet instant, il pensait qu'un magicien était apparu et pensait que ce dernier avait eu une dispute avec le clerc de lune saine. Contrairement à ses gardes, la jeune demoiselle pensait que cette personne était contre leur palais de glace. La raison est qu'ils avaient 6 personnes dans l'auberge. De plus, l'amant de sa mère s'y trouvait. Il fallait s'y rendre et protéger les membres de leur famille. Mais alors qu'ils avançaient vers l'auberge, la foudre s'est encore une fois de plus abattue. N'ont-ils pas dit avoir tué des magiciens de Zippel il y a peu? Est-ce que cela veut dire qu'ils sont venus se venger? Ils savaient que c'était du bluff et voulaient avancer. Seulement sa maîtresse lui demande d'arrêter avant qu'une lumière n'apparaisse et une puissance démentielle dévaste la zone. La demoiselle et son serviteur ne comprenaient pas. Cela devrait être la dernière attaque de cette personne. Mais alors est-ce que cela veut dire qu'ils sont tous morts? Un homme venait de sortir des décombres. Il venait d'utiliser toute son énergie du ki de l'ombre restant, ce qui a fait que la puissance de l'attaque avait augmenté atteignant le rang 7 étoiles. S'il n'avait pas le pendentif de sa sœur Luna, cela lui aurait causé des blessures fatales. L'unité du palais des glaces était toujours en vie. Mais alors, où était Alcaro? S'il était toujours en vie maintenant, cela serait une sacrée chance. Donc il y a une personne de son âge à Mamite. A-t-il été pris dans cette attaque lui aussi? Il devrait partir maintenant, tant qu'il le peut encore. On informe à la demoiselle que les membres étaient tous là. Ils ont été blessés, mais étaient sains et saufs. Elle est plutôt soulagée. Il annonce qu'à partir de maintenant, ils n'auront plus à protéger Alcaro. Ils peuvent le tuer dès qu'ils le verront. D'après ce qu'ils ont constaté, toutes les attaques étaient similaires, ce qui voulait dire que le magicien était seul. S'il trouve un magicien dans le coin, qu'il le capture. Jin se demandait si c'était la fille du maître du palais de glace. Il semblerait qu'elle soit venue pour s'occuper d'Alcaro. Étant donné qu'il mourra quoi qu'il arrive, il n'aura plus besoin de le surveiller. Cependant, il devra cacher son visage autant que possible. On annonce qu'Alcaro était mort à cause de la magie. Ils ont échoué leur mission. Pour la jeune dame, cela était parfait.
Elle était venue pour leur épargner la peine d'escorter cet idiot. Maintenant que cela est fait, elle annonce qu'à partir de cet instant, l'auberge était sous le contrôle du palais des glaces. Son nom est Cérès Endorma. Elle est la fille de Talaris, le maître du palais de glace, mais aussi commandant des 7 épées du palais de glace. Quiconque s'oppose à sa décision sera considéré comme un ennemi du palais de glace. Qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'elle soit la fille du maître du palais des glaces ou non, cet endroit est mamite. Les rois de cette ville dirigent ces lieux. Exercer son contrôle est donc en dehors de leurs attributions. Et qu'est-ce qui dit que ce n'est pas la faute du palais des glaces qu'ils ont subi une telle attaque? La seconde suivante, leurs têtes sont tombées. Si elle se souvient bien, elle a dit que quiconque s'y oppose sera considéré comme ennemi du palais des glaces, qui est le roi. Ils veulent jouer au roi alors qu'ils ne sont qu'une bande d'ordures. Si l'enquête montre que l'attaque était dirigée vers le palais des glaces, alors ils recevront tous une compensation suffisante. Mais attention, si la cible du magicien était l'un d'entre eux et que le palais des glaces a été touché à cause d'eux, ne pense-t-il pas que c'est eux qui devraient avoir l'autorité sur cet endroit? Qu'elle fasse comme bon lui semble. Ils devront trouver le magicien et le tuer. Pour commencer, il faut d'abord chercher les survivants. Elle sait qu'il n'y aura aucun magicien parmi eux tous. Et qui sait ce que les gens comme eux ont pu faire pour s'attirer la colère d'une personne assez puissante. Quant à lui, elle aimerait savoir pourquoi un gamin comme lui se trouve dans un tel endroit. Ne l'a-t-il pas écouté quand il lui a demandé de partir? C'est assez effrayant comme endroit. De plus, il est blessé à la jambe. Pour un homme, il est assez peureux. Et pourquoi un épéiste comme lui est si beau? Il a beaucoup de chances d'avoir survécu à ces attaques. D'ailleurs, il devrait considérer cela comme un honneur d'être soigné par elle. Comment pourrait-il rembourser sa gentillesse? Cela n'est pas nécessaire. Il peut l'oublier. De plus, comment une personne comme lui pourrait rembourser une personne comme elle? Il peut prendre cela comme étant un bon souvenir de l'avoir rencontrée. Et quand il y pensera à l'avenir, qu'il salue le palais de glace. Ainsi, elle fit ses adieux. Jusqu'à maintenant, la seule chose qu'il pouvait faire était de jouer le rôle du gentil faible. Cela est certes embêtant, mais ça marche plutôt bien. Désormais, sa mission est terminée. Ailleurs, l'équipe du jeune maître Jin était partie pour accomplir leur mission. Cela fait désormais 18 morts. L'un des chevaliers informe qu'ils pourraient revenir sans avoir de morts dans l'équipe. Ils devront rentrer tous sains et saufs. De cette façon, ils pourront écraser la fierté de ceux qui se moquaient d'eux. L'un porte le nom de Taiment, l'autre Scout. Ils ne devraient pas être imprudents car pour le moment, leur mission n'était pas encore terminée. Jusqu'à maintenant, ils ont beaucoup de chance et ne sont pas tombés dans une embuscade, voire contre plusieurs monstres. Il semble qu'une entité supérieure veille sur eux. De plus, elle a constaté que le jeune maître Jin était protégé par une entité supérieure. L'énergie qui le protège s'est déteinte sur eux. Maintenant qu'ils retournent à la recherche des derniers restants. En réalité, la personne qui les a protégés était le dragon noir Murakan. Pour les cadets du jeune maître, il restait 7 orques à tuer. Il y a de cela quelques jours, le jour où la division de Jin avait reçu sa mission, les orques s'étaient réunis à sa demande. Ce jour-là, il leur a demandé d'écouter attentivement. À partir de ce jour, qu'ils s'assurent de ne plus se déplacer en groupe. Et s'ils désobéissent à son ordre et qu'ils se retrouvent à patrouiller en groupe de 2, il les tuera tous sans exception. Ainsi, ayant pris peur de sa présence, tous les orques se sont dispersés. Ce qui fait que la mission pour les cadets a été facile. Ils n'ont eu qu'à affronter les orques un par un. Ce qui l'énerve, c'est ce gamin qui n'écoute jamais. Pour cette mission, il lui demandera de lui acheter de nouveaux livres sur les manhwas quand il rentrera. Il va en profiter pour se reposer. C'est alors qu'une chose fit son apparition. Qu'est-ce donc cette aura meurtrière? Il semble s'approcher d'eux. Mais comment un type pareil peut apparaître de nulle part? Il est certain qu'il ne compte pas partir. Cela le soulage que ses enfants soient des rangs 3 étoiles. S'ils étaient plus forts, ils auraient remarqué sa barrière. Pour les protéger, il a libéré son énergie de l'ombre, créant une barrière de zone gigantesque qui englobe toute la forêt. Verlob avait remarqué quelque chose et il se demandait pourquoi tout d'un coup il avait l'impression qu'il faisait plus sombre qu'avant. Mais alors, est-ce que cela veut dire qu'il allait pleuvoir? Le danger était en approche, une bête de monde. Est-ce qu'il va pleuvoir? Un dragon gigantesque est apparu devant cette personne. Il lui dit:
répandre sa force sans sa permission. Quelle audace! Seulement Murakan ne comprenait pas. Cette chose n'était pas humaine, c'est une relique des temps anciens. Elle porte le nom de géant du cimetière. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est qu'il était certain que son clan de dragons s'était débarrassé de ces choses il y a de cela 2000 ans. Pourquoi un géant qui veille sur les tombes des guerriers supérieurs serait dans un tel endroit? Quelle qu'en soit la raison, ce n'est pas une réunion très agréable. Il va devoir se débarrasser de lui le plus rapidement possible. La puissance du dragon noir était telle que la zone avait été dévastée avec seulement un seul souffle. Tout cela était dû au fait qu'il avait passé trop de temps à dormir. Il n'arrivait plus à contrôler sa force. D'ailleurs, son corps lui faisait mal après cette attaque. Cette situation n'était pas une coïncidence. Même en y réfléchissant plus profondément, le seul coupable qui revient pour cet incident, c'est la famille Zippel. Mais alors, qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Pour le moment, il ne dira rien au gamin. Et si quelque chose de grave arrive dans le futur, il pourra simplement le protéger de tout danger. De plus, dans 10 ans, si cet enfant continue à grandir à ce rythme, à lui seul, il pourrait tenir tête à la famille Zippel sans aucun problème. On informe à Sir Bishkel qu'il y avait un problème. Sonar, le géant du cimetière, n'est plus. Cet homme est le sorcier Boubar Gaston. Son camarade informe qu'il a déjà entendu les nouvelles. Il porte le nom de Bishkel Ibrahano. C'est aussi le chef du groupe révolutionnaire Kinzelo. Mais qui pourrait détruire Sonar? Il devrait rester calme car ce n'était pas la chose la plus importante. Celui qui a vaincu le géant était un dragon. Qui plus est, le dragon de l'ombre. Il s'est personnellement rendu sur place pour vérifier. Que veut-il dire par dragon? Est-ce que les dragons surveillent leurs œuvres? Il n'en est pas encore sûr, mais il pense que cela était un avertissement. Un avertissement qui dit que s'ils osent regarder dans sa direction encore une fois de plus, il viendra les chercher. Pour commencer, il va contacter la famille Zippel pour en discuter. On dirait bien qu'il a accompli sa mission en toute sécurité. C'est impressionnant d'être sorti en un seul morceau de mamite. Les porte-drapeaux qui lui ont confié cette mission ont pris un sacré coup. Bien, maintenant toutes les unités sont congédiées. Tous ses camarades ont aussi réussi leur mission et sont revenus sans avoir de pertes. Ont-ils entendu les rumeurs? D'après ce qu'ils ont entendu, par chance, un magicien est apparu avant de terroriser l'auberge où se trouvait la cible qui devait être éliminée par le jeune maître. Il semble que le plus jeune maître de la famille est plutôt chanceux. Le monde dans lequel il vit est injuste. Non seulement il est un Runekondel, mais en plus de cela, sa chance est immense. À l'heure actuelle, le jeune maître est à peine 4 étoiles. Ses cadets sont de rang 3 étoiles. Devrait-il rester là à les regarder et accepter les choses comme telles? Que pourrait-il faire? Certes, il est le plus jeune maître condescendant, mais qu'il n'oublie pas qu'il reste un Runekondel. Jusqu'à ce que la jeune dame donne un ordre direct, ils ne pourront rien faire. C'est alors qu'est apparu le plus jeune maître de la famille. C'est une honte. Il peut absolument tout entendre. Après tout, ne sont-ils pas des amis? Est-ce que son bras va bien? L'équipe médicale s'est chargée de le rattacher. Cela a pu fonctionner parce qu'il l'a coupé proprement. Alors c'est une bonne chose. Il semble qu'ils aient eu une discussion assez intéressante. Eh bien, c'est la seule chose qu'ils peuvent faire face à lui, jeune maître. Ils peuvent simplement parler dans son dos. Qu'il ne tient pas compte de leur conversation. Qu'il le fasse ou pas n'a pas d'importance, car il n'était pas encore un porte-drapeau. D'ailleurs, cela ne le concerne pas. Eh bien, en tant que jeune maître, il pourrait faire fouetter une personne comme lui juste avec un seul mot. Pourquoi ferait-il une telle chose? Parce qu'il est assez insolent devant lui. C'est vraiment une horreur. Son camarade lui demande que fait-il. À ses yeux, voir le jeune maître recevoir les remerciements de tout le monde après avoir accompli une mission par chance n'est pas vraiment très plaisant. On dirait bien qu'il y a un malentendu. La raison pour laquelle il avait dit que c'était une horreur, ce n'est pas parce qu'il se moquait de lui, ni parce qu'il agissait de manière insolente devant lui. Il reconnaît qu'en tant que chevalier 5 étoiles, ses compétences sont remarquables parmi les cadets de la classe intermédiaire. En fait, il pourrait être le plus fort. Alors pourquoi rester en retrait juste pour parler dans le dos des autres? Il se rappelle lui avoir dit qu'il était libre de le défier à tout moment. Est-ce que le jeune maître est bien sûr de sa décision? Suggère-t-il de ne mettre aucune limite à leur
leur aura s'il l'a entendu qu'il dégaine son épée. La première attaque est d'une violence sans précédent. Ses attaques sont lourdes et précises, mais cela n'était rien comparé aux personnes avec qui il allait combattre dans le futur. Est-ce qu'il voit la vérité? En tant que jeune maître, il est trop peu qualifié pour se battre contre lui. Jin réussit à bloquer ses attaques. Cependant, cette fois-ci, ce n'était qu'un piège. Sans attendre, une autre attaque était lancée. Le jeune maître pouvait absolument tout voir. Depuis qu'il a été frappé par l'orbe d'acier lors de l'entraînement avec ses frères, il peut désormais voir les attaques rapides. Il voit un nombre infini de chemins que sa lame pourrait prendre pour couper l'air. Cependant, il constate qu'un chevalier 5 étoiles ne pouvait pas utiliser beaucoup de ces chemins, surtout lorsque l'adversaire est perdu dans sa colère contre lui. Il allait devoir terminer ce combat en 3 coups. Alors il l'informe qu'il a lu tous ses mouvements et il doit savoir qu'il ne peut pas gagner contre lui. Est-ce qu'il continue à dire des choses aussi inutiles? Suite à cela, Jin a commencé à s'amuser avec lui en anticipant absolument toutes ses attaques, à tel point que cela devenait perturbant pour Kajin. Alors qu'il voulait donner sa dernière attaque, le jeune maître l'a contrée avec une facilité déconcertante. Sa lame fut brisée et projetée à l'arrière. À cet instant, ne comprenant pas la situation, il demande comment avait-il fait. Il savait exactement combien d'années il fallait pour atteindre le rang de 5 étoiles. Lorsqu'il a vu tout cela, sa conclusion est que le plus jeune maître de la famille l'avait trompé. Il avait déjà atteint le rang de 5 étoiles. Cependant, Jin l'informe qu'en fait, non. Il se trompe sur un point. Il ne l'a pas trompé. Il doit savoir qu'il ne se bat jamais quand il pense qu'il va perdre. Les frères Tona sont arrivés quelques instants plus tard pour savoir ce qui s'était passé. Mais qu'est-ce que cela voulait dire? Est-ce possible que Kajin ait perdu face au plus jeune maître de la famille? En réalité, cela n'était pas grand-chose. Il n'arrivait pas à y croire. Si elle comprend bien, il dit qu'il a été écrasé par Jin. Pense-t-il qu'elles vont croire cela? Il avait honte de lui, mais c'était la vérité. Est-ce qu'il a été gentil avec lui parce qu'il est un Runkondel? Ce n'était pas la raison de sa défaite. Alors comment peut-il expliquer sa défaite face à lui? Il a à peine 15 ans et il veut qu'elle croie qu'un gamin a battu un chevalier 5 étoiles. Tout le monde a vu sa défaite face au plus jeune maître de la famille. L'aura qu'il avait déployée dépasse celle d'un rang 5 étoiles. Mais les sœurs ne veulent pas croire à ses paroles. Ainsi, il est juste parti avec honte. On dirait bien que le plus jeune frère a décidé de montrer les crocs. Ce n'est pas seulement qu'à eux, il les montre à toute la famille. Dans la prochaine mission de Jin, elles vont devoir mélanger certains de leurs enfants. Elles vont devoir l'envoyer dans un lieu où il est certain qu'il ne reviendra que en tant que cadavre. Il informe que depuis peu le jardin des épées est mouvementé et émerveillé par ses actions. Cela est normal car il n'y a eu que 2 personnes qui ont obtenu le niveau 5 étoiles à l'âge de 15 ans. Luna, sa grande sœur, mais aussi le patriarche, son père. Désormais, il est la 3e personne à avoir obtenu le rang 5 étoiles à l'âge de 15 ans. Il possède une magie 4 étoiles et le ki de l'ombre 4 étoiles. En réalité, tout cela est arrivé par hasard. Il n'avait pas prévu d'obtenir ce niveau maintenant, mais cela est arrivé sans prévenir alors qu'il était en train de continuer sa formation comme d'habitude et soudainement, sans comprendre, il avait atteint les 5 étoiles. Après réflexion, il avait compris pourquoi cela est arrivé plus tôt que prévu. Si son pouvoir de magie et de l'ombre augmente de niveau, naturellement sa maîtrise d'épée augmente aussi de niveau. Comme il est le seul à posséder les 3 pouvoirs, il ne possède aucune information pour l'aider à progresser rapidement. Mais il savait que ces 3 pouvoirs étaient liés. Et celle qui a apporté ses fleurs. Elles étaient déjà là lorsqu'elle est arrivée. Doit-elle s'en débarrasser? Non, cela n'était pas nécessaire car il n'y avait pas de magie ou de malédiction. Depuis qu'ils ont révélé qu'il était un chevalier 5 étoiles à l'âge de 15 ans, ses frères vont certainement commencer à devenir nerveux. Surtout son frère Joshua, l'enfant qui a été désigné comme étant le futur patriarche. Joshua Runkondel a obtenu ce rang de futur patriarche lorsque sa grande sœur Luna a décidé de refuser ce poste. Il est le second porte-drapeau de la famille. Sans compter sa grande sœur Luna, il est celui qui a été présenté comme l'enfant qui possède la plus grande force parmi ses frères et sœurs. Sans oublier qu'il a obtenu le soutien total de leur mère, Rosa Runkondel. Depuis longtemps, il fait attention afin de consolider sa position de futur patriarche. En réalité, Jin aurait préféré cacher ses compétences, mais il avait beaucoup plus à gagner en propageant ses exploits.
Beaucoup vont certainement entendre parler de lui même en dehors de Runekondel. Son histoire serait publiée dans les journaux du monde entier. Comment ce sale gamin peut-il se complimenter autant? Pour Murakan, tout cela, ce n'est rien. De toute façon, une fois que tout le monde parlera que de lui, ses frères et sœurs deviendront dociles. Le plus important, c'est que leur père viendra personnellement au jardin des épées. Le patriarche veut quelqu'un d'autre comme héritier à la place de Joshua. La raison, c'est qu'à l'exception de Luna Runekondel, sa grande sœur, Chiron Runekondel, le patriarche de la famille, n'a jamais été satisfait de ses autres enfants. Le problème, c'est que Luna n'a jamais été intéressée par le trône. Et donc leur père a décidé qu'elle n'était pas apte à diriger la famille. Suite à cela, les choses ont changé et Joshua a pris cette place en tant que prochain patriarche. Ainsi, son frère Diffus et ses sœurs Runtia et Marie sont devenus des successeurs intérimaires. Cette ligne de succession avait été gravée dans le marbre. Seulement un intrus est arrivé, la naissance du plus jeune fils de la famille, l'enfant qui a choisi l'épée de la famille. Il sait que son père Chiron ne fait pas de discrimination concernant l'âge. Ce qui importe est la puissance. Il va certainement donner un ordre à sa mère. Et il est certain que les ordres de son père contiendront deux choses. La première, un procès, afin de voir s'il serait capable de tenir face à ses frères et sœurs compte tenu de son âge. Le second sera la protection. Leur père ne veut certainement pas qu'il meure de la main de ses frères avant d'avoir fait le test, parce qu'il est un cas spécial. Il est l'enfant qui lui a montré le pouvoir du premier patriarche de leur famille, le pouvoir de l'ombre. Mais si ses exploits sont publiés dans des bulletins d'information, il sera bombardé de demandes de visite de familles et de groupes du monde entier. Elle avait bien raison et la meilleure façon de tous les rencontrer en une seule fois, c'est un banquet. Lorsque son père va revenir, un banquet sera organisé. Et à ce moment-là, il faudra qu'elle soit prête. Elle devra surveiller Murakan, car s'il vient à se transformer et que son existence vient à être révélée, ce serait la fin pour eux tous. Il n'est pas un enfant, il sait ce qu'il faut faire. Gilly informe qu'elle va bien s'occuper de lui. Pourquoi la voix de sa tarte aux fraises a si radicalement changé? Est-ce la fin pour lui? Quelques jours plus tard, Gilly l'a informé que les majordomes étaient assez occupés dernièrement. La raison est due au fait qu'il recevait beaucoup de demandes officielles pour lui. Il semblerait même que la famille royale ait envoyé une lettre officielle. La famille royale? Cela est assez fascinant et curieux. Par l'intermédiaire de Khan, il doit savoir que le patriarche avait changé son programme concernant sa visite à domicile. Il prévoit d'arriver dans 1 mois. Cela s'applique aussi aux autres familles qui se basent sur l'emploi du temps du patriarche. Concernant ses frères et sœurs, ils sont plutôt calmes dernièrement. Eh bien, cela est normal, car s'ils essaient de le garder sous contrôle, cela signifie qu'ils ont peur de lui ou le détestent. C'est une question de réputation. C'est alors qu'arrive le majordome. L'air effrayé, il annonce qu'une mission lui avait été confiée. La mission concerne les runes de Colon. Dans une autre pièce, la colère faisait trembler la maison. Comment ont-ils osé faire une telle chose alors qu'ils sont des porte-drapeaux? Est-ce normal d'envoyer leur plus jeune frère dans le territoire de l'ennemi? Ils ne sont qu'une bande de salauds. C'est alors qu'arrive le plus jeune fils de la famille. Devant lui se trouve Runtia Runekondel, 3e porte-drapeau de la famille. Ran Runekondel, 5e porte-drapeau, mais aussi Viggo Runekondel, 6e porte-drapeau de la famille. A-t-il obtenu son ordre de mission? Il répond oui. Est-ce les runes de Colon? Encore une fois, il répond oui, mère. Il n'aura pas besoin de faire cette mission. Elle va l'annuler car en aucun cas, elle allait autoriser qu'on envoie son fils dans le territoire ennemi. Qu'est-ce que cela veut dire? La mère intervient directement, qu'il la ferme. Ils ne sont qu'une bande de salopes. La seule chose qui les intéresse, c'est tuer leur petit frère. Cela n'avait aucun sens. Pourquoi voudrait-elle tuer son propre frère? D'ailleurs, elles ne comprennent pas pourquoi ce dernier est si protégé par la mère. Si elles sont si folles qu'elles continuent à raconter des bêtises, cependant qu'elles comprennent bien les choses, il faudra en assumer les conséquences. C'est alors que Jin intervient et dit que leur mère et leur père ont silencieusement encouragé les disputes entre frères et sœurs. Tout cela parce qu'il y avait un besoin de compétition pour les renforcer
renforcer et les rendre plus forts. Tous ici ont grandi en surveillant leurs arrières et dans une concurrence féroce depuis l'enfance. De nombreuses fois, il s'est retrouvé envoyé dans des missions rigoureuses alors qu'il venait à peine d'obtenir un rang intermédiaire. La mère informe que ce que venait de dire Jin était juste. La concurrence était nécessaire quels que soient les moyens utilisés. Mais elle aimerait savoir, ont-ils déjà réalisé l'exploit de devenir un 5 étoiles à l'âge de 15 ans? Le plus jeune fils de la famille était différent d'eux. S'ils avaient réussi à accomplir ce que Jin avait réussi à faire, elle les aurait protégés. En d'autres termes, elle ne mérite pas sa protection. Et vu comment elles ont agi envers le plus jeune de la famille, alors qu'elles sont des porte-drapeaux, cela montre qu'elle avait raison de ne pas les soutenir. Après avoir dit ces mots, elle appelle Runtia, Ran et Vigo. Comme ils sont des porte-drapeaux de la famille, ils seront responsables du bordel qu'ont causé leurs sœurs. Runtia sera soumise à l'autodiscipline pour un moment. Ran ainsi que Vigo devront rendre leurs épées de la famille. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est alors que le plus jeune fils de la famille intervient et informe qu'en réalité il aime bien cette mission que ses sœurs lui ont assignée. Comment peut-il dire cela même en connaissant le danger qu'est les runes de Kolan? Eh bien, cet endroit est la partie dont Runeconda a tenté de contrôler par le passé. Cependant, cela a été sans succès. C'est un endroit qui est certes dangereux, mais qu'elle sache qu'il ne compte pas reculer dans le combat. Il reconnaît que cette terre est dangereuse, toutefois, la décision de l'envoyer n'est pas irrationnelle. Cela veut simplement dire que ses sœurs pensent qu'il en possède les capacités. N'a-t-il pas raison? N'est-ce pas la cause de cette décision? Pour la mère, cela est imprudent de l'envoyer. Pourquoi n'essaie-t-il pas de comprendre son inquiétude? Jin n'est pas d'accord. Si elle change la personne désignée pour la mission, cela viendrait à admettre aux personnes associées sans famille que leur gestion est bâclée et peu professionnelle. Jamais leurs associés les soupçonneraient de telles choses. Les sœurs cherchent simplement à le nuire. Et comme elles ne peuvent pas le combattre directement, elles essaient d'utiliser leurs autorités à la place. C'est exactement ce qu'il voulait dire. En acceptant cette mission, cela lui permettra de leur mettre un grand coup s'ils gagnent. En d'autres termes, c'est un combat qu'il peut gagner. A-t-il confiance en ses capacités pour réussir cette mission? Concernant ce point, il n'avait aucun doute. Mais il voudrait demander une chose. S'il revient après avoir accompli sa mission avec succès, il aimerait obtenir la possession des épées que ses frères et sœurs aînés ont rendues. Comme c'est une mission que la mère a jugée dangereuse, il devrait au moins être récompensé de cette façon. Ils ont rendu leurs épées. S'il en veut une, il peut simplement le demander et il lui donnera son épée. Mais avant cela, il devrait abandonner sa mission. Ne pense-t-il pas qu'il devrait au moins rester en vie jusqu'au retour de leur père? Cela est assez bizarre d'entendre de telles paroles. Si la venue de leur père était si importante à leurs yeux, ils auraient dû arrêter leurs actions. La mère informe que s'il réussit sa mission, elle lui donnerait les épées de ses frères et sœurs. Maintenant, ils peuvent tous partir. La vérité, c'est qu'elle avait peur que le plus jeune devienne comme sa sœur Luna. C'est pourquoi elle a piétiné la fierté des autres pour le protéger. Mais il semblerait que cela n'était pas nécessaire. Ce gamin savait se défendre. Elle est certaine que Chiron sera heureux quand il verra que le petit dernier avait bien grandi. Pense-t-il avoir de la chance cette fois-ci? Cela lui fait rire car en réalité, il n'est pas si chanceux que cela. Il ne pourra pas faire comme bon lui semble. De plus, cette mission n'est pas une mission solo. Eh bien, il les remercie pour leur considération. Ces paroles resteront dans sa tête. Alors qu'il se prépare, ils se reverront bientôt. Il aimerait le présenter. Voici Jin Runeconda, le plus jeune fils de la famille. Son nom est Mal'as. Il va l'accompagner dans la mission. Lui, c'est Limaas. Vous aurez compris, ce sont des frères. Parmi eux, il y a aussi Kajin. Et vous l'aurez encore une fois compris, c'est le trio qui se moquait de Jin. L'un d'eux lui dit que c'est un honneur de combattre avec lui. Et ils aimeraient s'excuser concernant l'erreur de l'autre jour. Ils feront de leur mieux pour le servir. Le passé devrait être là où il doit être. Maintenant, il faut avancer. Tous les trois étaient de la faction de ses sœurs Miu et Anne. Mais alors tente-t-il de le tuer par derrière? Il devra rester sur ses gardes durant toute la mission. La mission sera de se rendre dans un lieu portant le nom de Ruines de Kolan. À l'origine, c'était un endroit où plusieurs milliers d'indigènes avaient fondé une colonie avant que n'arrive l'empire Zippel. Suite à cela, ils se sont alliés au royaume de Phylon. Lorsqu'ils ont découvert les indigènes, Zippel a lancé un plan d'éradication.
Ils ont massacré et asservi la majorité des indigènes. Et depuis peu, leur plan avait changé. Ils tentent de nettoyer leur image et installer une certaine confiance. Cela n'était que la surface. Bien qu'ils montrent un certain respect envers eux aux yeux du public, en vérité, derrière, ils les ont transformés en esclaves. Le problème est que, bien que la vérité ait vu le jour, les gens n'apportaient pas une grande importance à ce peuple maltraité par les plus forts. Ils les ont simplement ignorés. Pour garantir leur image aux yeux de tous, Zippel a épargné la vie des indigènes afin qu'ils gèrent l'environnement de colons. Cela est simplement pour nettoyer leur passé et mettre en place un gouvernement rationnel. Naturellement, le peuple a offert sa loyauté, mais il sait que leur passé allait les rattraper. Il sait tout ça parce qu'il l'a vécu dans sa précédente vie. La raison qui pousse Zippel à agir de cette façon pour ne pas quitter les ruines de Colon, c'est qu'il y avait un artefact en forme de miroir que les indigènes avaient caché. Tout cela avait été rendu public alors qu'à la base, c'était un secret dans la famille Zippel. Mais grâce au travail d'un journaliste courageux qui s'est manifesté dans sa vie intérieure, la vérité avait été révélée. Il se rappelle que le rapport que le journaliste avait rédigé contenait des témoignages sur le fait que Zippel avait commis de grandes atrocités afin d'obtenir un artefact. Après avoir obtenu tous les témoignages, le nom de l'artefact avait été dévoilé. Elle porte le nom de la fontaine de mana. Un objet si puissant que si on ne fait que le regarder, on voit son pouvoir magique augmenter jusqu'au rang 7 étoiles. Avec une telle base, la famille Zippel créerait des magiciens de masse encore plus puissants que jamais. Étant donné qu'il avait déjà vécu cet événement, il savait que tout cela allait commencer dans 10 ans. Ce qui voulait dire que Zippel n'avait pas encore découvert la fontaine de mana. Cette fois-ci, il ne leur permettra pas de le prendre.